vous avez demandé, je vois au fond de la salle, le bâtonnier Campana qui prendra ses fonctions le 1er janvier, d'organiser avec le club de la presse cette fin d'après-midi. Nous avons dit oui. Nous avons dit oui, et c'est d'ailleurs dans le cadre de la politique que j'ai voulu depuis 2 ans de cette maison de l'avocat ouverte vers la ville, vers le monde, vers le sud, vers le monde de la culture. Et généralement, le monde de la culture et celui du milieu du droit et de la justice n'est pas. Ce sont des mondes qui sont proches en réalité. Évidemment, nous ne doutions pas de ce qui allait arriver, de cette série de ces derniers jours, et évidemment du meurtre de notre consoeur Raymond Talbot. Oui, on me pose souvent la question, si je peux vous transformer en Deus ex machina, comme une expression. Non, mais évidemment, vous avez tous compris qu'il n'y a pas de solution judiciaire à ces questions. Nous sommes une institution sociale, comme d'autres, pour dire le droit, pour dire ce que la République nous demande de dire aussi, que nous ne sommes que le reflet de la loi de la République. Et comme le disait M. Kéayan, la démocratie, c'est aussi l'acceptation de la marginalité, de la déviance et de la criminalité. Jusqu'à quel point? C'est un sujet. C'est vrai que dans un État totalitaire, a priori, on a moins de crimes flagrants, on a plus de contrôle policier que notre démocratie qui, elle, ne va pas mettre en liberté, en détention sans raison. Nous, le principe, c'est la liberté, l'exception, c'est la détention, et dans les États totalitaires, c'est un petit peu l'inverse. Alors les solutions, moi je l'ai souvent évoqué, j'en ai pas, sauf à porter atteinte à la démocratie. Et je dis souvent que si on établit le couvre-feu à 18h, si on interne préventivement tous les individus qui ont la mine patibulaire à Marseille, et si au-delà on établit l'amputation du poing en place publique, je me fais fort de faire chuter la délinquance très fortement à Marseille. Ça ne dit pas trop fort parce que certains pourraient le faire. Alors, vaste question, mais vous aurez compris que ce n'est pas une solution dans une démocratie. Alors voilà, c'est une grande question. Et je renvoie ensuite au législateur et au pouvoir exécutif, celui d'élaborer la loi en fonction de l'évolution sociale, l'évolution des mœurs, avec ce qu'elle a de positif et ce qu'elle a de négatif. Le rapport à l'éducation, le rapport à la famille, le rapport au travail, et plus même en 2012, qui a 20 ou 30 ans. Tout le monde l'a vécu, tout le monde l'a constaté. Le système pénitentiaire est obsolète par rapport déjà au nombre de détenus qui sont dans nos prisons, et à quel point il est difficile, en conscience pour un juge, d'en ajouter, en sachant très bien que le détenu, s'il est jeune par exemple, risque de subir un traitement dégradé. Et pour conclure, je voulais à nouveau, c'est pas mon genre d'habitude, mais je pense que c'est pas une utilité, parce que personne ne l'a fait, je pensais qu'il devait y avoir un sociologue, et il était pas. Bon, alors, je vais vous donner encore une statistique, pour vous montrer que les solutions ne sont pas nécessairement dans l'enfermement. Reporter d'image, ça fait des images, et donc je vais beaucoup sur le groupe ces derniers temps. Et nous préparons à France 2 un dossier sur le retournement de l'image de Marseille, puisqu'on a parlé beaucoup de l'image de Marseille. Je dois rappeler qu'il y a 10 ans, on ne parlait pas de capitale du crime, on parlait des calenques, à 3 heures de TGV, de la qualité de vie, et que les médias ne prennent pas un malin plaisir à noircir Marseille. Donc après, on a fait ce dossier, on a interrogé beaucoup de Marseillais qui nous ont reproché ça. Et donc du coup, on est allé voir les chiffres de la délinquance. Et il y a quand même des chiffres qui nous ont frappés. Je crois que dans les Bouches-du-Rhône, cette année, on approche des 30 crimes crapuleux, c'est-à-dire règlement de compte plus des commerçants qui sont morts lors de braquage. On a été très étonnés de voir que, par exemple, l'année dernière, en Seine-Saint-Denis, qui a une réputation sulfureuse, il n'y en avait eu que 7. 7 dans Paris Intramuros, que dans le Rhône, le département du Rhône, il n'y en avait plus que 2, et que dans le département du Nord, il n'y en avait que 1. Donc il y a vraiment un particularisme marseillais, et nous, journalistes, eh ben, on est obligés d'en parler. De la même manière qu'on disait que les calenques c'était très beau il y a 10 ans, on est obligé de dire, même si ça ne fait pas plaisir, qu'il y a ce particularisme à Marseille. Donc est-ce que c'est de notre faute ou est-ce que c'est pas de notre faute? On s'est souvent posé la question, nous journalistes, et notamment lorsqu'il y avait des voitures brûlées à Strasbourg,
Vous vous rappelez, tout le monde, voilà, 600 voitures brûlées à Strasbourg, beaucoup de reportages, prise de conscience des journalistes. Une année, moi qui travaillais à France 2, il y avait la consigne de ne pas en parler. Un sociologue a fait une étude. En fait, il n'y a aucune corrélation entre le nombre de voitures brûlées chaque année et le nombre de reportages. C'est-à-dire que les années où il n'y a pas eu de reportage, il y a eu 600 voitures brûlées à Strasbourg. Voilà, donc ça resitue un peu le pouvoir qu'on peut avoir, nous, la presse. Et alors après, effectivement, en 1930, il y avait déjà 30 morts dans les rues de Marseille, mais est-ce qu'on peut se réjouir qu'on en soit au même point qu'en 1930 ? Est-ce que ça suffit pour se dire finalement tout ne va pas si mal? Depuis 2 ans, je me bats pour valoriser l'image de cette ville. Et donc mais on n'a jamais autant interrogé que ces derniers jours. Ici, à la Maison de l'Avocat, nous avons un artiste résident qui est ici depuis 2 ans, qui fait des portraits dans le cadre des ateliers de la Méditerranée, de Marseille, capitale européenne 2013. Je l'ai dit, je l'écris, je le publie, je hurle, je voudrais qu'on le voie, il va plus là. Ça n'a pas intéressé grand monde. Ce que je veux vous dire, c'est que, alors je sais pas, je dis souvent que le Marseillais, c'est celui qui habite cette ville. Et s'il était Marseillais, j'en suis. Ce que je crois pouvoir dire, c'est qu'on ne reproche pas aux journalistes de dire ce qui se passe. Mais il y a 10 ans, c'était tendance 3h15 de TGV et calanques, mais nous avons toujours de magnifiques calanques. Nous avons une ville en pleine mutation, en plein redressement. Nous avons toujours un TGV qui est à 3h05 de Paris. Ce qu'on veut vous dire, c'est qu'on ne reproche pas, me semble-t-il, aux journalistes de faire leur travail, y compris d'avoir des images terribles lorsque ces images sont terribles. Puisque Marseille, c'est aussi ça. Ce qui parfois est difficile, en tout cas pour moi, c'est ce balancier. C'est-à-dire qu'on va focaliser sur ces tendances et les bobos qui vont venir de Paris à cette heure de Marseille parce que ça fait bien, et puis ensuite, c'est moins tendance, on va s'occuper des crimes. Je crois qu'il faut dire les deux. C'est aussi la chimie de cette ville. C'est aussi la chimie de cette ville qui, effectivement, accueille des Russes, des Maghrébins, des Arméniens, voilà, c'est ça, c'est notre ville. Et le positif de cette ville multicolore, elle a l'avantage d'être multicolore et très diverse, et puis de temps en temps, il y a l'inconvénient de cette pauvreté, de cette migration, de cette élite. C'est ça que je veux dire. Donc, on n'a pas de reproche particulier. Des confrères, mais c'est pas vous, qui font un magazine très intéressant le samedi et midi, sont venus, et comme toujours, on a l'habitude de ça, les journalistes ils vont rester une demi-heure avec vous, et puis ça va rendre 15 secondes, hein, et c'est normal. C'est-à-dire ne laissons pas passer des incivilités auprès de nos enfants, auprès des amis de nos enfants. Rappelons au quotidien, en famille, ne baissons pas les bras. Je crois que ça compte. Alors on va dire, vous êtes un idéaliste, vous êtes un anti, vous ne savez pas ce qui se passe ailleurs. Non, on le sait, mais il ne faut pas y renoncer. C'est pas être idéaliste que de dire la citoyenneté, ça s'apprend, le travail, ça s'apprend, la prospérité d'une ville, elle se fonde dans le travail, elle se fonde sur ses atouts, y compris migratoires. Voilà, c'est ça. Et ce qui nous fait souffrir, c'est que si effectivement des reportages sont négatifs sur la ville, les entreprises vont partir, vont être rachetées, et puis les sièges vont. Voilà. C'est de ça dont nous souffrons. Et je crois que l'image de cette ville avait effectivement s'était beaucoup améliorée depuis une dizaine d'années, je suis assez d'accord, on l'a beaucoup entendu. Je crois qu'il faut dire ce qu'il en est, tirer les conséquences de la délinquance que nous vivons, mais en même temps rappeler que les atouts, on les a toujours. Et puis surtout dire aux Marseillais, bougez-vous, quoi. Enfin, ne laissez pas dire, voilà, et pas dans la violence. Chère madame, vous avez grandi et vécu dans un pays totalitaire. Vous vivez maintenant dans un pays démocratique, ça vous plaise ou pas? C'est pour cette raison que je suis partie. La vraie raison, c'est que, aussi imparfaits que nous soyons, nous vivons, les Arméniens, les Arabes, les Chinois, tout ça avec parfois des difficultés, des tensions, mais nous vivons et nous essayons de nous accepter. Et nos enfants vont dans les mêmes écoles, et ils ont la même culture, et on leur transmet un héritage. Et ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas connu dans votre jeunesse. Dans votre jeunesse, on disait des Tchétchènes que c'était des culs noirs, que les Géorgiens, il fallait tous les abattre,
que les Arméniens c'était des salauds, que tel peuple du Caucase c'était des voyous et des bandits. Eh bien ici, nous essayons de faire le contraire et de tirer le meilleur des individus grâce à un corps On ensemble. constate que les victimes civiles elles sont assez mal défendues et les accusés ils sont une fois de plus aussi. Je suis désolé de vous le dire. Il y a des associations qui sont en charge d'accueillir les parties civiles pour les guider, il est vrai, dans la détresse et dans des moments ô combien douloureux, qui sont là pour leur apporter un soutien non seulement moral mais juridique, qui sont là pour leur conseiller de désigner des avocats qui sont parfois spécialisés dans la défense de la partie civile. Et pour vous dire que votre question est intéressante, c'est que pendant très nombreuses années, il est vrai, la partie civile et la victime étaient oubliées du procès pénal aux assises et que le législateur y a remédié, puisque dans le serment que prête le juré de cour d'assises, alors qu'il était fait référence dans ce serment à l'accusé, au ministère public, la victime était la grande oubliée de ce serment de juré. Et maintenant, le juré prête serment en indiquant qu'il doit prendre en charge et en compte également les intérêts de la victime. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on prend en considération les intérêts de la victime et que la victime n'est plus du tout l'oubliée du procès pénal. Et je peux vous indiquer que les avocats qui acceptent de prendre en charge des victimes et de se constituer partie civile, notamment en cour d'assises, les défendent avec force de conviction et de vigueur, et que très souvent, ces avocats contribuent, lorsque des arrêts de cour d'assises sont rendus, des jugements de condamnation, c'est grâce à la pugnacité des victimes, mais surtout de leurs avocats qui les aident. Donc, on ne peut pas dire qu'au jour d'aujourd'hui, la victime est systématiquement oubliée. Ce n'est pas vrai en l'état des textes, en l'état de ce serment et en l'état de ce que l'on constate au jour d'aujourd'hui.